toute l'équipe est heureuse de vous retrouver en ce jour de Toussaint. Nous sommes à vos côtés pendant 2 heures, 2 heures volées à la nuit, pendant lesquelles vous pouvez nous confier vos petits et vos gros soucis. Paul et Jeanne tendent leurs oreilles pour vous accueillir au 39 21, tandis que Fifi pianote sur sa console en régie. Vous pouvez aussi vous exprimer par mail sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Et si vous voulez me parler jusqu'à 1h, c'est le 39 21. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Anne-Laure. Bonsoir Caroline. Merci de me prendre à l'antenne. Mais je vous en prie. Je passe le cap de vous téléphoner. Je vous écoute souvent et je trouve qu'il y a beaucoup de gens très riches qui passent à l'antenne et on apprend plein de choses. Alors, moi, je vous appelle parce que je sors d'une relation de 7 ans et demi avec un manipulateur pervers. Et je devrais être ravie d'être sortie de cette histoire, mais j'arrive pas à m'en détacher, en fait. Et je suis suivie par une psychologue que je raterai aucune séance pour rien au monde parce que je sens que j'ai vraiment besoin d'être soutenue. Elle me soutient depuis le mois de juin, depuis que j'ai eu le gros choc de la rupture et aussi d'avoir appris que j'ai été trompée. C'est à ce moment-là que vous l'avez consultée. Oui, c'est ça, ça a été concomitant. En fait, avant, je voyais un autre psychiatre qui travaillait pas de la même manière. J'étais allongée et tout, et il y avait des fois, je racontais des choses que je vivais avec cet homme. Il tiltait pas, en fait. Et donc, j'ai revu cette psychologue que j'avais déjà vue avec cet homme qui travaillait sur le couple. On avait tenté une thérapie de couple, et au bout de 3 séances, j'avais décidé d'arrêter parce qu'en sortant de chaque séance, je m'en prenais plein la tête. Il me détruisait chaque chose qu'elle utilisait, dont elle se servait pour nous faire avancer. Il l'utilisait contre moi. Et du coup, j'ai dit je veux arrêter. J'ai besoin de me reconstruire parce que j'ai eu un cancer, donc et j'ai eu une maladie grave aussi. Et j'ai dit j'avais pas d'argent à dépenser dans une thérapie de couple, mais j'ai pas dit à cette thérapeute que c'était, quand j'ai décidé d'arrêter, on était tous les deux, mais j'ai pas dit pourquoi, parce que j'avais peur que ça me retombe dessus, en fait. Et donc quand j'ai eu vraiment les gros, quand la rupture s'est faite et ça a été très très violent. C'est lui qui a mis un terme à la relation. Non, il a jamais pu le faire. C'est-à-dire que il l'a fait, mais ça a jamais été net. C'est-à-dire qu'il y a eu, je subissais beaucoup de maltraitance, et l'année dernière, entre le mois de janvier et le mois d'avril, ça avait été assez dur. Et au mois d'avril, il y a eu vraiment une scène. C'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Et j'ai dit là, il faut qu'on fasse une pause là vraiment parce que je peux pas me laisser traiter comme ça. Disons que j'avais été très malade, j'avais eu 38,5. Et il m'avait proposé de me faire des courses. Il me proposait toujours, en fait, maintenant je m'aperçois qu'il me proposait des choses, mais en fait c'était toujours, c'était jamais gratuit, quoi. Et donc il était venu et déjà quand il m'avait vu, il m'avait dit oh là là, la tête que t'as, bah dis donc, je suis contente de te voir comme ça. Et là je me suis dit oh là là. Et je lui dis ah bon, bah dis donc. Et puis après, il m'a harcelé pour que je lui rembourse tout de suite les courses. Je lui devais 15 €. Je lui dis, mais écoute, tu vois pas que je suis pas bien. Je te ferai ton virement plus tard. J'ai pas de liquide sur moi. Et ça a été très très dur. Après, il s'est endormi sur le lit. Il était plus fatigué que moi. Je croyais qu'il allait rester dormir là. Et en fait, il reprenait le boulot la nuit. Je savais pas, j'avais pas compris ça. Il m'a accusé que j'avais pas voulu qu'il dorme chez moi la veille parce que j'avais déjà 38,5. Je lui avais dit mais si tu peux dormir. Enfin c'était sans arrêt De toute façon avec lui c'était toujours des conversations très très lourdes. Mais là dans l'état où j'étais, il m'a fait pleurer et là ça a vraiment débordé quoi. Et donc j'ai dit moi tant que je suis malade. J'avais une très grave sinusite et j'ai dit tant que je suis pas bien je ne veux pas te voir. Donc du coup
Voilà, et après, en fait, j'ai appris qu'il me trompait déjà depuis le mois de mars, si c'est pas avant, à ce moment-là. D'accord. Et donc, la rupture allait arriver au mois de mai. Mais c'est vous qui l'avez décidé ? Non. Du fait, enfin, vous l'avez décidé, il vous y a poussé. Disons qu'il m'y a poussé et puis je lui disais, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que... Donc ça s'est fait comme ça, finalement, ça s'est fait... Non, parce que j'ai voulu qu'on discute un peu pour savoir si ça pouvait s'améliorer, parce que j'avais toujours un espoir et puis parce que cet homme, je l'ai aimé aussi. Et puis vous semblez dire que la rupture, c'est pas vraiment faite, finalement, puisque vous n'arrivez pas à vous détacher de lui. Elle est faite, vous ne le voyez pas, mais vous n'arrivez pas à vous détacher dans votre tête de lui. D'ailleurs, vous voyez, quand je vous demande au fond c'est assez symptomatique parce que je vous demande comment s'est faite la rupture, qui a rompu, vous n'arrivez pas à me dire qui. Et c'est symbolique parce que vous n'êtes pas détaché de lui. Ouais. Alors, vous êtes suivi par la psychologue qui vous avez rencontré en couple. Oui, j'ai demandé à continuer à la voir parce que... D'accord, oui. Vous avez bien fait, oui. En plus, comme ça, elle vous suit vous maintenant, mais elle a une idée de la personnalité de cet homme puisqu'elle a rencontré. Oui, en fait, elle s'était pas rendue compte. C'est-à-dire qu'avec elle, j'étais très à l'aise parce que j'ai pu tout raconter ce que j'ai vécu, en fait. Parce que avec mon autre psychiatre que je voyais, je racontais pas tout. Et là, j'ai vraiment... Enfin, d'abord, je suis arrivée, je l'ai vu, et je lui ai dit, voilà, j'ai une question à vous poser, et je voudrais savoir si cet homme était un pervers narcissique. Et donc, était un manipulateur, d'abord. Et ensuite... Pourquoi c'était important pour vous de savoir ça ? Pour savoir si c'était moi qui déconnais ou si c'était lui. Oui, mais cet homme peut être déconnant, pour reprendre votre expression, et en tout cas pas aimant, enfin pas pour vous, pour plein d'autres raisons que parce qu'il est pervers. Vous voyez, je relève ça parce qu'actuellement, on parle beaucoup des pervers narcissiques. C'est vrai que c'est très à la mode. Pour autant, c'est pour ça que je vous demandais pourquoi, pour vous, qu'est-ce que vous mettez sous ce terme ? C'est-à-dire que aucune communication. En 7 ans et demi avec lui. On a très très peu discuté, échangé par exemple en fait, et aucun dialogue. Il a renié toute. Il déniait tout ce que j'étais en fait. Je me suis sentie déniée, mais ça je l'avais pressenti dès le début qu'il y avait un truc qui allait pas. Et pourtant je suis pas partie et j'ai eu l'occasion d'avoir aussi son ex-copine après la rupture, de qui il avait bien pris garde de me cacher, qui elle m'a conseillé, elle m'a dit écoute, je te conseille le livre de Isabelle Nazaraga, Les manipulateurs et l'amour, et elle m'a confirmé, elle m'a pas confirmé, mais si en fait elle m'a confirmé, mais oui, c'est d'après des lectures. Non, en fait, elle m'a raconté, disons qu'il m'a menti tout, il m'a raconté que des mensonges sur elle, et déjà que je croyais à peine, parce que je me disais comment on peut mentir sur quelqu'un avec qui on est resté 20 ans, et comment on peut raconter... Et la manipulation portait sur quoi, alors, dans la relation par exemple, moi je suis comédienne, et dès le début, il me disait les comédiens c'est tous des cons. C'est un métier d'égocentrique, tu fais ça pour te montrer, alors que pas du tout. Déjà, je travaille beaucoup moins parce que je suis en situation de handicap. Et, dès le début de votre relation, il tenait ce discours-là. Il me tenait ce discours-là. Il vous dénigrait, donc il dénigrait... Oui, tout le temps. Ensuite, mon père... j'ai eu aussi un passé... familial assez dur. Mon père a tenté de se suicider et donc il est resté dans le coma. Ensuite, je me suis occupée de lui quand il est sorti du coma. Et bon, je dis pas ça pour me féliciter, hein. J'ai fait ce que j'avais envie de faire et voilà, je l'ai fait avec mon cœur. Et donc il est sorti invalide et lourd, et donc je me suis occupée de lui pendant 7 ans et demi. J'ai connu cet homme. Mon père était encore vivant et il était en maison de retraite, et donc il y avait des fois où je disais
enfin le peu de fois où je disais oui, enfin c'est lourd, enfin ça a été dur parce que j'ai vécu des moments très durs. Et il me disait bon, c'est pas si dur que ce qu'a vécu mon ex, c'est rien. Puis de toute façon ton père, t'avais qu'à pas t'occuper de lui et puis c'est tout. Voilà, et c'était sans arrêt ça. Oui, il se montrait très froid. Il n'y avait pas du tout d'empathie. Glacé. Son ex m'a raconté que c'était pareil avec elle les 10 dernières années. Oui, il se montrait indifférent finalement à vos besoins. Enfin, là, quand vous lui disiez que, effectivement, parlant de votre père, ça ne me touchait pas. Oui. Et j'avais pas le droit de m'épancher. Mais est-ce que à l'extérieur, il était, il avait une autre personnalité? Quand il était, si vous aviez l'occasion parce que pendant 7 ans, vous avez dû vous voir des amis. Est-ce que vos amis ont été surpris quand vous leur avez dit comment il se comportait avec vous? Il voulait pas voir mes amis. Il en a vu très peu en fait. La seule fois où il a vu quelques de mes amis, c'est un jour où une amie a voulu fêter mes 40 ans. Et encore qu'il me disait, ben non, ton anniversaire, enfin ça sert à rien de fêter les anniversaires et tout. Il avait pas du tout envie de venir. Hein, et il est venu quand même, parce que c'était tout au début. Enfin, c'était... non, mon père était déjà décédé, donc c'était pas tout au début, mais ça devait faire 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans qu'on était ensemble. Et il se montrait que ma super amie ne le sentait pas. Elle m'avait dit dès le début qu'elle le sentait pas. Donc. Et en fait, il vous a vous dites il est manipulateur, mais c'est-à-dire qu'il avait, selon vous, il avait quelle visée, il avait quel but vis-à-vis de vous? Parce qu'en fait, je l'ai rencontré. Je suis sur une voie spirituelle. Et un groupe de méditation, on allait ensemble et avec cet homme? Oui, et je sais pas quel but il pouvait avoir, me prendre ma fraîcheur, quoi, peut-être ma vertu, parce que je suis quelqu'un de très vertueuse de tout ce que les gens disent autour de moi, et je sais pas. En tout cas, chaque fois que je montrais en plus après, je pouvais même plus. Dès que j'avais des moments de bonheur dans mes activités artistiques, je pouvais même pas échanger parce que je sentais une telle jalousie, une telle. Dès que j'étais, enfin, pas toujours, hein, ça n'a pas été toujours. Il y a eu des fois où j'ai écrit des chansons où je me suis mise à délirer avec lui. Sur des trucs, il trouvait ça super, il me filmait avec son petit iPhone et tout. Mais il y a eu d'autres moments où tout d'un coup j'étais en joie et je me mettais à chanter, à être bien, alors que j'ai une maladie chronique, donc je suis pas toujours bien et je vais vraiment au-delà pour essayer de continuer à garder ma joie de vivre et à être artiste. Et dès que j'étais joyeuse, il me disait mais arrête, tu fais du bruit, tu chantes, tu vas réveiller les gens, enfin réveiller alors que c'était l'après-midi. Il ramenait toujours tout à lui aussi, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup. Alors vous devriez, au vu de tout ça, respirer en n'étant plus dans cette relation. Oui, je sais. Je sais parce que j'en pouvais plus aussi, et je me disais on tourne en rond, et c'est pas que en même temps je respire, mais j'ai plein de réminiscences. Et mais vous avez l'impression d'une emprise, et qu'il avait une emprise sur vous? Là, c'est sûr. Maintenant que j'ai fait le travail avec la thérapeute, c'est-à-dire que parce que justement, c'est ce qui, je me demande, dans la mesure où vous êtes en thérapie avec votre, qu'est-ce que vous attendez de moi ce soir, puisque vous savez que c'est, vous faites un travail avec elle pour vous détacher, hein, c'est ça, puisque ça vous fait souffrir. Vous étiez en souffrance dans cette relation, mais vous n'arrivez pas, malgré tout, vous ne comprenez pas bien finalement qu'est-ce qui vous a accroché autant à cet homme. Mais c'est votre travail qui va vous amener à comprendre ce qui est en jeu. Donc, qu'est-ce que vous attendez là de moi ce soir? En fait, c'est que je me demandais s'il y avait des auditeurs aussi qui avaient vécu ça, et c'est plus un partage d'expérience. Parce que des fois, je me demande si c'est normal que je réagisse, que je sois encore parce que je me reconnais pas. Enfin,
Oui. C'est pas moi, enfin, parce que là, je Mais suis parce très que jalouse le problème, si vous voulez, dans ces personnalités, si cet homme est effectivement pervers et manipulateur, comme vous le dites, et ces personnalités-là nous entraînent au-delà de nos limites. Ouais. Et c'est là où c'est compliqué. Vous voyez, quand vous dites vous ne vous reconnaissez plus vous-même, oui, c'est bien le but de ces enfin c'est pas le but, pardon. C'est bien ce qui est en jeu dans ces relations-là. C'est que ça, on va au-delà de nos limites. Et si vous voulez, on est dans une relation d'emprise et de captation comme une vampirisation finalement de l'énergie de l'autre, de l'espace psychique de l'autre. Donc, si vous voulez. C'est dans ce, vous dites, vous le décrivez comme quelqu'un de manipulateur. Or, le but, c'est quand même justement d'arriver à créer une dépendance affective de l'autre, de le rendre accro à la relation. Donc, forcément, même si cette relation s'arrête, ces mécanismes-là continuent à être à l'œuvre. Mais c'est horrible. Non, parce que en travaillant, non, c'est si vous voulez comprendre, y donner du sens, ça permet de s'en détacher et de s'en libérer. Mais alors après, dans cette dépendance affective à une relation et à l'autre, il y a aussi, il faut essayer de comprendre finalement si, avant de rencontrer cet homme, vous étiez déjà dans une problématique de ce type. Oui, j'étais seule depuis 2 ans. Donc, Mais on peut être seul. Oui. Vous voyez, on peut être seul dans une histoire et pour autant ne pas être dans cette problématique de dépendance affective. Hein, c'est pas forcément lié à l'état. On peut être seul et se sentir bien. Mais donc la question est de savoir si vous étiez déjà dans cette problématique-là avant de le rencontrer et que finalement, ben oui, du coup, vous l'avez rencontré. Finalement, on peut tous en rencontrer, en côtoyer parce qu'il en existe. Mais dans ces cas-là, on ne s'attarde pas dans la relation. Oui. Hein, ou quand les masques tombent, finalement, quand on voit ce qui est en jeu, on peut s'en aller. Ou est-ce que finalement il y a eu quelque chose qui cet homme fait écho à une figure, vous n'étiez pas particulièrement dans cette problématique-là, mais cet homme vous renvoie à une figure de votre passé, de votre histoire, et il y a quelque chose qui est en train de se rejouer avec lui, qui fait que vous n'êtes pas arrivé à vous détacher de cette relation. Oui, sûrement ma mère, puisque ma mère était très... Et c'est pour ça que oui, votre mère était très... Elle était quand même, avec le recul, elle était pas gentille du tout, quoi. Ça veut dire quoi, pas gentille? Pas gentille, elle a toujours été assez odieuse avec moi. Et de toute façon, en fait, tout le temps où j'étais avec cet homme, par exemple, je suis assez souvent malade, et chaque fois que j'étais malade, il était odieux avec moi. Il y avait plein de fois où je me disais non, je veux pas rejouer ce que j'ai vécu avec ma mère qui me traitait comme de la merde quand j'étais malade. Et je sentais que je reproduisais ça. D'accord. Et c'est pour ça que je voulais que ça s'arrête, parce que je voyais que je reproduisais ça. Après, je sais pas. Oui, mais c'est pour ça aussi que vous n'arriviez pas à l'arrêter. C'est parce que vous étiez dans un scénario bien connu de vous, qui vous faisait souffrir, mais c'était une histoire que vous répétiez. Oui, d'ailleurs, quand nous sommes allés voir la psy tous les deux, la première chose que moi j'ai dit, voilà pourquoi on vient vous voir, parce qu'on voudrait se séparer, mais on n'y arrive pas. C'était pas on voudrait rester ensemble, mais on n'y arrive pas. Oui, je comprends. Mais voilà, il y a un truc. Oui, il y a une accroche névrotique de part et d'autre, certainement. Mais si vous voulez, c'est ce qui est important, et c'est pour ça que je vous ai un petit peu interpellé sur la démarche d'emblée en disant, quand vous êtes arrivé, en disant à votre psychologue, dites-moi si cet homme est un pervers narcissique. Parce que il y a un danger, je trouve, personnellement, à ce que un certain nombre de notions soient passées comme ça dans le langage courant, parce que finalement ça
ça masque une réalité, ça empêche de véritablement parler de soi. Ça ne vous apporte rien en soi. Si vous voulez, on catégorise quelqu'un, on lui met une étiquette, et finalement, on ne va pas dans ce qui fait la singularité d'une personne déjà, et donc forcément d'une rencontre et d'une relation. Parce que quand bien même vous auriez des témoignages de personnes qui ont connu des personnes, des hommes ou des femmes, parce que ça existe aussi, qui ont une personnalité de type perverse, ça ne vous ferait pas, vous, particulièrement avancer dans votre histoire forcément singulière avec cet homme. Parce qu'avec cet homme, vous voyez, vous êtes en train de me dire que vous rejouez quelque chose de ce qui s'est déjà passé avec votre mère. Et ça vous appartient en propre. Et c'est pour ça que parfois, si vous voulez, il y a du pour et du contre, vous voyez, à désigner comme ça sous une catégorie où on pense, on dit voilà, ça va régler les choses et ils sont comme ça, parce que finalement, il y a des problématiques, certes, avec des grands traits qui se ressemblent, mais pour autant, il faut jamais oublier que chaque être est singulier. Et que donc, que de la rencontre de deux êtres, il naît toujours quelque chose de singulier. Et que c'est dans ce travail sur vous-même que vous allez faire... c'est un travail de haute couture, j'ai envie de dire, vous voyez ? On est vraiment... On peut pas être dans le prêt-à-porter ou le prêt-à-penser. Oui, mais en fait, je sais très bien qu'il faut travailler aussi sur la singularité, mais j'avais besoin de ça vous rassurait. Ça vous rassurait, j'avais peut-être. besoin de raconter des faits, et parce que je devenais folle, moi, parce que c'est des conversations. C'est-à-dire que quand, par exemple, il m'a forcé à répéter « je suis une crado », voilà, il m'a humilié une fois, il a fallu il a hurlé pendant 5 fois, il m'a tellement poussé à bout que j'ai répété « je suis une crado ». Je veux dire, excusez-moi, mais ça, si c'est pas de la perversion et de l'humiliation, c'est quoi ? Bien sûr. Donc moi, ça, je l'avais mais je ne dis pas raconté. Le contraire. Et donc j'avais besoin, et voilà, et ça je l'ai raconté à personne. J'ai gardé plein de choses dedans et qui avaient besoin de sortir. Mais c'est important que vous puissiez, bien sûr, le dire et en parler, de tout ce que vous avez vécu, et aussi de ce qui s'est joué dans la relation avec cet homme et les passerelles que vous avez tissées entre la relation avec votre mère, ou quand vous étiez malade, semble-t-il, finalement, au lieu de vous entourer d'affection, de tendresse, elle s'acharnait sur vous. Ouais. Bon. Vous souhaitiez une réaction, je crois qu'on va accueillir Pierrette dans quelques instants. Vous avez été malade déjà dans l'enfance ? Oui, j'ai été anorexique. Ah oui. Et puis après, j'ai toujours une santé assez fragile. Même encore maintenant, j'ai une maladie auto-immune. Mais oui, c'est vrai que j'ai eu une anorexie qui est vraiment guérie là maintenant. J'ai aucun problème avec l'alimentation. Et vous avez été soignée à ce moment-là pour votre anorexie ? Oui, j'ai été hospitalisée. Quand j'ai été anorexique, j'ai été hospitalisée 2 mois. D'accord. Mais bon, je me suis échappée de l'hôpital parce que je trouvais ça tellement horrible. Après, ils m'avaient enfermée avec des barreaux, j'étais enfermée à clé et tout. Oui, comme ça se faisait, effectivement, en attendant que vous repreniez du poids. C'était barbare, mais... Vous avez eu un suivi thérapeutique ? Assez mal, parce qu'en fait, le psychiatre que je voyais voulait voir ma famille, c'est-à-dire ma mère et mon père, mais ma mère voulait pas y aller, et mon père non plus. Donc moi j'ai fait quelques séances et puis après j'ai dit que je voulais arrêter. Et puis après ça s'est rentré dans l'ordre petit à petit, dans l'ordre. Est-ce que c'est vraiment rentré dans l'ordre ? Peut-être pas. Voilà, peut-être pas, et qu'il y a une fragilité qui subsiste et qui s'est révélée à nouveau dans la relation avec cet homme. Il y a Canel qui parle d'un livre alors que je ne connais pas, peut-être vous le connaissez, Le souffle du Minotaure de Anne Parlange. Elle dit c'est un livre qui raconte très bien ce qu'est une relation d'emprise dans le couple. D'accord. Je n'ai pas les éditions, mais Le souffle du Minotaure d'Anne Parlange.
On va accueillir Pierrette qui est avec nous au 39-21 et je l'en remercie. Bonsoir Pierrette. Bonsoir Caroline. Bonsoir. 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 On Alors, vous écoute. Mon expérience à moi, elle a duré 31 années. Alors j'ai connu ce jeune homme que je trouvais très sympathique dans un groupe et j'ai eu une relation avec lui. Et puis il s'est fait qu'au bout de quelques mois, je ne m'épanouissais pas dans cette relation, j'ai voulu le quitter. Et c'est là qu'il m'a dit, si tu me quittes, je me suicide. Je ne l'aimais pas suffisamment pour construire ma vie avec lui, mais je ne voulais pas qu'il se suicide. Je l'aimais quand même suffisamment. C'est terrible, oui, le chantage au suicide. Personne n'a envie que l'autre se suicide, enfin, même si, heureusement d'ailleurs. Alors là, pour le coup, il faut être vraiment pervers. Bien évidemment. Et il l'a compris très vite. Et, oui. Et il en a usé et abusé. Il m'a harcelé avec ce chantage au suicide. Oui. J'ai cédé au mariage. Une fois que j'étais mariée, je suis tombée enceinte. Et quand j'étais à la maternité, il a vidé mon logement, il a rendu les clés au propriétaire et il m'a déménagé à 250 km de mon lieu de vie, où je travaillais, où j'avais ma famille, où j'avais mes amis. Et je me suis retrouvée dans une espèce de cité sordide, où je ne connaissais personne, avec un nouveau-né. Alors autant dire que j'ai déprimé. Mon bébé allait mal. Moi, j'allais de plus en plus mal. Et monsieur, lui, il ne voyait pas du tout. Il y avait les problèmes, bien évidemment. Plus tard, il m'a dit que c'était les moments les plus heureux de sa vie de couple. C'est une psychanalyse qui m'a sauvée, parce que je crois vraiment que j'aurais dépéri, et mon bébé avec moi. J'ai suivi cette psychanalyse pendant de nombreuses années. Mais je n'arrivais pas à mettre en lumière ce chantage au suicide. Je disais à ma psychanalyste que j'allais mal, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien dans mon couple, mais je n'arrivais pas à mettre des mots dessus. Il m'a fallu presque 20 ans, finalement, pour dire c'est le chantage au suicide qui me déprime, qui fait que je me sens mal partout, que il en usait, il en abusait, et puis il m'humiliait, bien évidemment, des situations d'humiliation, j'en ai vécu des tas et des tas, et si bien que j'avais honte de moi. Et quand on a honte de soi, on n'a pas envie d'aller vers les autres. Donc il me disait que j'étais asociale, que je ne savais pas communiquer. Si j'essayais de communiquer avec quelqu'un, il me coupait la parole, il me corrigeait, il m'empêchait de communiquer avec qui que ce soit. Si bien que je me suis renfermée, je déprimais de plus en plus et je ne trouvais pas la solution pour me sortir de ce cercle sans fin. C'est au bout d'une vingtaine d'années, finalement, que j'ai mis à jour ce qui faisait que je n'arrivais pas à m'épanouir. C'était ce chantage au suicide qu'il me faisait. Je lui ai dit, et je lui ai dit arrête. Et là, alors on est allé voir un thérapeute de couple et qui lui a dit mais vous voyez monsieur, c'est pas possible quand même parce que en faisant ce chantage au suicide, vous traitez votre femme de meurtrière. Alors il a dit mais non, j'ai jamais dit ça. Elle invente. Et puis après, il dit ah si je l'ai dit, mais je n'ai jamais pensé le faire. Donc moi j'ai bien compris que c'était de la manipulation. Et bien sûr, je n'étais pas contente du tout. Et là, il est devenu très très dangereux. Et il a failli faire sauter la maison avec le gaz. La maison avec nos 3 enfants et moi dedans. Donc là, j'ai compris que j'étais vraiment en danger avec les enfants et je suis partie. Maintenant, je suis partie à 500 km de là où il habite. Je suis dans un endroit où je ne connaissais personne, mais j'ai retrouvé le pouvoir de communication que j'avais avant de le connaître.
Oui, effectivement, vous êtes, vous en parlez avec une intelligence, une clairvoyance rare, hein. J'ai fait de nombreuses années de psychanalyse. Oui. C'est ça vraiment qui Oui, m'a ça s'entend. tenue en vie, en survie, je dirais, et qui m'a permis aussi d'élever mes enfants, parce que j'étais sinon incapable de le faire. Et aujourd'hui, donc ça fait 1 an que je suis dans une ville à 500 km de là où j'habitais avant. Je suis arrivée, je ne connaissais personne. Je me suis tout de suite inscrite dans des associations. Bon, je suis retraitée actuellement. Je me suis inscrite dans des associations et je connais des tas de gens. Et surtout, je parle de mon histoire. Parce que pendant toute ma vie conjugale, je n'ai pas voulu en parler parce que je voulais protéger la famille, je voulais protéger monsieur qui était tellement fragile, parce que si je disais quelque chose, eh bien, il me disait « Ah oui, tu as raison, je suis minable, je n'ai plus envie de vivre, je vais me suicider. » Donc moi, tout de suite, j'arrêtais. Puis il faisait, en plus, il y avait toute une chorégraphie. Il se frappait la tête, il se frappait la poitrine, il se jetait par terre, il se cognait la tête contre le mur. Enfin, c'était vraiment terrifiant pour moi, donc j'arrêtais, je ne pouvais pas le contrarier. Il faut dire que c'est une personne qui est très très bien intégrée socialement. En public, c'est un comportement tout à fait inverse. C'est quelqu'un de cultivé, quelqu'un de très... qui communique très facilement. Il faut beaucoup d'intelligence pour être dans la manipulation et finalement la perversité. Alors moi, je ne sais pas ce que vous appelez intelligence, mais moi je pense qu'il faut beaucoup de méchanceté. Mais attendez, on peut être... c'est pas incompatible. L'intelligence, après, on la met au service de quoi ? Tout dépend de comment on l'utilise, son intelligence. Émotionnelle. Ah oui, non mais d'accord, mais bon, on fait la distinction entre plusieurs formes d'intelligence. Ouais. D'accord, si vous voulez, je vous l'accorde. Mais je veux dire, ça n'empêche pas que pour pouvoir manipuler, il faut une certaine forme d'intelligence. Ça peut pas, ça a l'air de vous paraître choquant, mais il faut déjà, donc quand vous dites que oui, c'était quelqu'un qui socialement était bien intégré, qui pouvait être brillant. Ben oui, mais c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. C'est-à-dire que plus j'étais malheureuse, plus il était heureux. C'est affreux à dire, mais il souffrait. Il ne pouvait pas supporter que je rie. Ah mais il ne supporte pas quelqu'un, effectivement, le pervers trouve son plaisir dans la souffrance de l'autre. Donc finalement le bien-être de l'autre lui est insupportable, c'est évident. C'est évident. Donc c'est pour ça que si vous voulez, au bout d'un moment, on risque de se dévitaliser complètement aux côtés d'une telle personne. Vous le décrivez très très bien. Alors c'est vrai et je reçois pas mal de réactions. Il y a Lou aussi qui réagit sur ce que vous disiez, Anne-Laure. Comment finalement votre difficulté, vous détacher de cette relation. Lou dit on a du mal à s'en détacher et elle met en gros parce qu'on se sent vivant. Dans ce type de relation, on connaît des sommets de bien-être et des affres de mal-être, c'est terrible. Le travail de détachement est très long, mais le plus difficile a été fait. Partir, mettre de la distance. Oui. Bon courage à vous. Et c'est ça, vous avez fait le plus dur, parce que c'est la seule chose qu'on puisse faire dans ce type de situation. Et je me sens complètement c'est partir. Ah oui, mais c'est partir. C'est effectivement, il n'y a rien à attendre. On peut seulement espérer s'en sortir indemne. En tout cas, il faut partir. Et puis, Elena dit, moi, c'était ma belle-mère qui était perverse, avec ma belle-mère avec qui j'ai vécu de mes 8 à mes 15 ans. Mes difficultés relationnelles ont été difficiles plusieurs années après, mais la thérapie que je fais est en train de me libérer totalement et de me reconstruire pour ne pas me retrouver dans ce type de relation. Bon courage à vos auditrices. Et puis la même Lou qui connaît bien donc ce sujet, qui dit le psychanalyste, auteur de l'excellent ouvrage paru en 2009 et depuis plagié, Les pervers narcissiques, Jean-Charles Bouchou. Alors effectivement, c'est aux éditions Erol. C'est un très bon bouquin sur les pervers narcissiques, Jean-Charles Bouchou. Il y a également celui de Paul-Claude Racamier,
développé, si vous voulez, ce qu'était la perversion narcissique dans le génie des origines chez Payot. Voilà, c'est eux, à la base, qui ont mis à jour cette perversion. Et donc Jean-Charles Bouchou dit bien que ce n'est pas une étiquette, il dit, mais plutôt que ce sont des mécanismes qui sont à l'œuvre. Et il insiste sur le fait que le plus important n'est pas de savoir si l'autre est pervers narcissique ou pas, mais nous, qu'est-ce qu'on fait dans cette relation? Parce que le sujet, c'est nous et pas l'autre. Oui. Et c'est important que Lou utilise le terme de sujet, parce qu'effectivement, dans ce type de relation, on est plus en position d'objet que de sujet. Hein. Donc il faut se réapproprier cette place de sujet. Et c'est tout le travail de la thérapie. Et on sent, vous, là, effectivement, c'est très encourageant, Pierrette, que vous êtes complètement, vous pouvez dire « je », vous parlez plus aujourd'hui de vous que de lui. Tout à fait. De ce qui s'est... voilà. Donc c'est important. Donc vous allez y arriver, Anne-Laure, mais il faut vous donner du temps. Le plus grand pas, c'est déjà de pouvoir vous... Oui, bien sûr. Bien sûr, ça ne... Et surtout que il y a des choses qui se rejouent de votre histoire d'enfant. Hein. Donc ça... si vous voulez, votre passé est à l'œuvre, agit là un peu comme une rivière souterraine. Il est très présent. Donc, en travaillant sur cette relation, vous revisitez aussi votre enfance. Donc, oui, il vous faut de la patience. Oui, je crois que Puis j'ai honte aussi, je me culpabilise. Oui, mais ça c'est malheureusement toujours à l'œuvre. C'est-à-dire que finalement, dans une relation avec un pervers, c'est la personne qui est avec le pervers qui intériorise ces sentiments de honte, de culpabilité que le pervers, lui, ne ressent pas. Il n'a pas accès à ça. Moi, j'ai énormément somatisé. J'ai perdu tous mes cheveux. Et une fois que je suis partie, mes cheveux se sont mis à repousser. C'est une belle renaissance. Moi aussi, comme vous, j'ai envie de partir loin, de quitter la ville. C'est très étrange. J'ai envie de partir, en fait. Bon, vous verrez bien, mais continuez ce travail. Vous voyez, ça fait réagir le fait que je dis qu'il faut une certaine intelligence pour être manipulateur, mais l'intelligence, on peut l'utiliser à bon escient et à très mauvais escient. Vous savez, donc, parce que Violaine dit, ce sont plutôt des rusés. Le terme intelligent est trop flatteur, à mon avis, concernant ce type d'individu. Et oui, ça paraît choquant que l'intelligence puisse être mise au service comme ça pour faire le mal, on va dire, pour faire simple. Mais pourtant, on en a des exemples flagrants autour de nous. Regardez comment tourne le monde. Vous croyez que l'intelligence est toujours mise au service du bien ? Enfin, il faut pas être trop naïf, là. Alors, quelqu'un dit aussi, j'ai vécu un scénario semblable, j'en étais malade, notre relation a duré 5 ans et j'ai éprouvé une grande colère face à son attitude méprisante vis-à-vis de moi. Et moi aussi, j'ai rejoué quelque chose de mon histoire personnelle. Merci beaucoup de nous en avoir parlé, Anne-Laure. Bon courage à vous. Merci Pierrette aussi. C'était très explicite, tout ce que vous nous avez expliqué là. Vraiment. Merci à vous deux. Merci aux auditeurs. Bon courage. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Jusqu'à Bébé Brune, coups et blessures. Tom dit un couple, c'est pas un on, mais 2 je. Le on est une aubaine pour le manipulateur car il enferme notre je, JE, dans le sien. Allez, on va accueillir maintenant Laure. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Laure. Voilà, je vous appelle ce soir parce que ça rejoint un petit peu l'histoire précédente, mais c'est pas tout à fait pareil. À savoir que moi j'ai eu des relations qui n'ont jamais tenu parce que voilà, j'étais pas forcément bien avec les personnes au bout d'un certain temps, donc j'ai coupé court. Et puis enfin, il n'y a pas eu d'enfant. Et donc là, je traîne un mal d'enfant depuis pas mal d'années quand même. Et voilà, donc c'est ça qui me bloque un peu dans ma vie actuellement, parce que maintenant j'ai 45 ans et que j'ai pas l'espoir d'avoir un enfant naturellement, et là parfois je m'effondre parce que voilà, j'ai fait ce constat en fait.
Et les hommes avec qui vous avez été, avec qui vous avez eu des relations, vous n'avez jamais songé à faire un enfant avec eux? Non, parce que je les sentais pas assez mûrs. J'ai eu un problème il y a très longtemps avec un homme avec qui je suis restée 1 an. Bon, c'était un maniaco-dépressif. Il était très 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 mal. Donc je tombe pas sur des hommes qui sont assez équilibrants pour moi, oui, comment ça se fait, assez solides, comment ça si se vous fait voulez, oui, pour que j'arrive à faire un enfant. Donc moi, parfois le désir est plus fort. Bah oui, mais moi, je sais que si ça avait été le cas, je serais retrouvée seule avec l'enfant et je voulais pas de ça. C'est pas ce que vous souhaitiez, voilà. Oui, c'est pas ce que vous souhaitiez. Donc finalement, donc là, je me retrouve avec il y a une certaine ambivalence certainement chez vous, peut-être. Oui, une ambivalence, désir, voilà, mais... Un désir et peut-être une peur. Vous aviez eu peur jusqu'à présent. Et là, effectivement, c'est d'autant plus difficile pour vous que vous arrivez à une date limite, à une date butoir, à un âge butoir. Il y a l'horloge biologique qui tourne et où jusque-là, vous pouviez vous dire, c'est de l'ordre du possible. Voilà. Et puis, plus le temps passe, plus je me dis, c'est pas possible. Donc, c'est ce qui vous angoisse. Je fais, depuis jusqu'à 43 ans, je faisais des démarches, j'allais dans les soirées, tout ça. Donc, j'ai fait d'ailleurs, j'étais avec quelqu'un il y a 2 ans, mais pareil, l'homme n'était pas très bien dans sa tête. Bon, moi, j'ai coupé court. Donc, c'est pas toujours... Un jour, vous parliez à une auditrice, quelqu'un que vous avez appelé, vous disiez, parfois c'est une question de chance, d'opportunité, de rencontrer la bonne personne au bon moment. Oui, c'est vrai. Mais donc là je traîne un manque par rapport à ça et voilà, ça vous pèse, je n'arrive pas à le résoudre parce que ça devient un peu obsessionnel et bon là j'en suis pas encore à la dépression, j'en suis pas là, mais disons j'en suis ça vous rend triste, surtout la déception, la déception. Oui, comment vous pouvez m'en parler, la déception par rapport à qui, à quoi? Au fait de pas qu'est-ce qui vous déçoit? De pas avoir construit une famille. Parce qu'un homme, on peut toujours en rencontrer un. Là, je prévois même une soirée. J'ai une soirée de prévue. Je me suis inscrite à une soirée de célibataire fin novembre. J'ai pas du tout de. Voilà, on peut toujours à tout âge rencontrer un homme. Oui, c'est vrai. Mais construire une famille, démarrer une relation sans culpabilité par rapport à, sans avoir cette, comment dire, ce mal-être par rapport à, quelque chose qui n'arrivera peut-être pas, parce que après ça, s'il y a une tension et je suis pas ouverte aux autres si je suis dans cette tension-là, dans ce mal-être non résolu. Ça c'est depuis quelque temps que ça vous dites ça devient obsessionnel. Enfin, vous vous sentez particulièrement triste par rapport à ça ou... En fait, plus le temps passe. Le temps passe. Depuis je me suis dit 42, 43, c'est dernières limites pour avoir un enfant. Donc, forcément, depuis 2-3 ans, ça se renforce. Forcément. Même si je pense à adopter maintenant. Si j'en trouve cette possibilité. Oui. Mais disons, je auparavant, ne fais pas le deuil. Non, c'était pas... Oui, vous ne faites pas le deuil de d'un enfant biologique. Non. Donc, je en parle avec j'ai une psychothérapeute que je vois depuis un certain temps déjà, pour d'autres choses aussi. Et donc, elle me... Bon, là, j'en ai parlé, elle m'a donné un petit décontractant parce que j'étais un peu stressée ces derniers temps. Bon. Mais elle me dit, vous êtes jeune, vous pouvez aller dans les soirées, il faut ouvrir les portes, tout ça. Moi, je suis d'accord avec elle. Pour rencontrer quelqu'un, oui. Bon, je suis d'accord avec elle, mais c'est vraiment... C'est autre chose elle vous dit encore qu'après tout... il reste une possibilité. De rencontrer, oui. L'enfant, elle ne veut pas se mouiller. C'est pas son... voilà. Non. Mais on parle pas de ça. Je veux dire, mais... Oui, mais vous, c'est ça, votre, pour le moment. C'est pas tant... C'est d'ailleurs le paradoxe. C'est-à-dire, vous sentez bien le paradoxe. C'est-à-dire que vous, c'est plus que pour le moment de rencontrer, de former un couple, c'est l'enfant. Et vous sentez bien que justement, il y a une telle, c'est tellement chargé émotionnellement, c'est tellement angoissant. Exactement. Que ça met du poids ça met de la pression dans la rencontre. Voilà. Je veux pas. Vous êtes consciente de ça. Voilà, je veux pas faire porter sur une relation. Et là, je suis, en ce moment, je suis trop tendue même pour. Je n'ai pas de recul par rapport à ça.
Et par rapport, justement, vous dites, ce qui vous angoisse, c'est de ne pas avoir construit une famille. Quels sont les rapports que vous avez, vous, avec votre famille ? Enfin, malheureusement, bon, c'est assez... moi, j'ai une vie... Enfin, je travaille, j'ai une vie sociale assez épanouie, j'ai beaucoup d'amis, de relations, donc je sors. Je masque beaucoup. Mon mal-être, je ne le fais pas paraître quand je sors avec des amis, parce que je ne veux pas non plus... Enfin, voilà, reporter le poids, avec ça, enfin, en société. Mais avec ma famille, bon, il se trouve que mes parents vieillissent. Bon, je veux pas non plus les embêter avec ça. Mon frère, les relations sont bonnes. Mon frère, il est pas en France, mais bon, les relations sont bonnes. Bon, malheureusement, on a pas mal de familles à l'étranger. On se voit pas forcément tout le temps, et on n'a pas, c'est pas des relations très intimes du fait qu'on est un peu éloigné, mais voilà quoi. Et quand vous dites que vous ne voulez pas embêter vos parents avec ça, c'est-à-dire que vos parents eux-mêmes ne vous ont pas posé la question, demandé si ça pourrait être un choix de votre part de ne pas avoir d'enfants. Vous voyez, ça aurait pu être évoqué. Ce n'est pas évoqué dans la famille. Si, avec ma mère. Oui. Comment elle vous en parle ? Elle m'en a parlé. Quand est-ce que tu fais un enfant ? Il y a quelques années, c'est pas. D'accord. C'est pas. Oui. Ou alors. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Même il y a quelques années. Bon, quand mon père vieillit, enfin il a 85 ans, donc il dit oui. Bon, quand il m'aide un peu pour les travaux, un peu l'électricité, tout ça chez moi à la maison. Oui. Oui. Alors, elle me dit, bon, quand est-ce que tu te trouves un homme ? Ton père est vieilli. Voilà, oui, d'accord. Oui, il y a une attente. Il y a une attente par rapport... non, pas forcément, non, mais il y a une... c'est pas... Non, on n'est pas... Non, je suis assez indépendante par rapport à eux. Une attente, non, mais elle me posait de temps en temps... En tout cas, c'est pas un non-dit, vous en parlez. On n'en parle pas ouvertement, mais de temps en temps. Voilà, là depuis... disons, depuis 2 ans, on n'en parle plus, là. Non, on n'en parle plus. Oui, parce qu'ils sentent peut-être que c'est compliqué pour vous. En fait, ils sont un peu dans leur... Ils vieillissent, là, je trouve, pas mal, et ils sont un peu dans leur quotidien. Je suis plus tellement avec eux dans un rapport intimiste pour parler de ça ou d'autres choses. Oui. Bon, ils sont un peu... Mon père a 85 ans, ma mère est un peu plus jeune, mais bon, elles sont tous les deux à la retraite, donc voilà. Et vous, enfant, comment ça se passait avec eux ? Quels souvenirs vous avez de votre enfance ? J'étais assez épanouie en tant qu'enfant, non, avec mes parents. Non, je dois dire que ça se passait assez bien. Ce qui vous angoissait, ça aurait été d'avoir un enfant seul, de l'élever seul en tout cas. Oui, parce que moi je conçois l'enfant par rapport au couple. Enfin, moi, je veux dire, c'est difficile d'élever un enfant toute seule. Oui, c'est vrai. C'est un peu hypocrite de se dire, voilà, oui, je veux un enfant, allez, hop, je prends le premier venu, et puis, hop, et puis, voilà, les choses. Vous avez ce souci de l'enfant aussi. Maintenant, disons que j'ai pas d'angoisse par rapport au fait de construire une relation, parce que je me dis, j'ai un peu de temps, comme me dit mon psychothérapeute. Oui. Mais c'est malheureusement, il faut voir avec le temps pour... c'est difficile à concilier, parce que, bon. Voilà. Et est-ce que vous sortez actuellement ? Est-ce que, justement... J'ai envie de ressortir. Là, j'ai un ami qui m'a recontacté. Il veut reformer un groupe de célibataires, justement. Donc, je vais reprendre un peu. Là, j'ai laissé un peu tomber depuis un an ou deux. Parce que, voilà, il y avait trop de... Bon, en fait, j'ai fait aussi une formation à distance, en plus de mon travail, qui me prenait pas mal de temps. Donc voilà, mais sinon là, j'ai la motivation de ressortir un peu plus, dans les prochains mois. Et par rapport à l'adoption, ce projet, même si vous ne renoncez pas à éventuellement un enfant biologique, est-ce que vous avez commencé des démarches ? Non, parce que j'ai personne pour le moment. Donc... Mais il est possible de faire des démarches d'adopter seul ? Oui, alors là, c'est encore un autre problème, parce que là aussi, j'ai une collègue qui a adopté seule, et donc j'en ai pas encore parlé avec elle, mais je vais en parler avec elle. C'est pas toujours évident de parler non plus à tout le monde, mais je veux dire, j'envisage éventuellement de faire une démarche déjà d'agrément, pour avoir l'agrément, et peut-être d'attendre d'avoir quelqu'un pour faire une... Parce que c'est vrai que moi, je conçois que l'enfant que dans une relation de couple. J'entends ça. C'est difficile d'élever un enfant tout seul. Moi,
Oui, mais vous pourriez faire une démarche. C'est long, une démarche en plus d'adoption. Vous pourriez commencer une démarche. Et puis, peut-être que ça enlèverait un peu de pression par rapport à ce désir que vous avez. Ça vous redonnerait un peu de liberté dans votre vie personnelle. Un peu dans les rencontres que vous pourriez faire. En ne faisant pas peser le poids de ce désir. Parce que finalement, là, vous voyez, tout est bloqué. Vous dites, il y a tellement une attente autour d'un enfant qu'en même temps, rencontrer, ça devient difficile parce que vous voulez pas faire porter le poids de cette attente. Donc finalement, tout reste bloqué et figé là. Rien n'avance. C'est ça. Ni dans un sens, ni dans un autre. Alors c'est vrai que déjà, un enfant, il faut déjà rencontrer quelqu'un. C'est ça. Bon. Mais donc après tout, pourquoi pas hein, ça veut dire que pour ça, il faut sortir, il faut nouer une relation. C'est compliqué parce que j'ai rencontré pas mal de personnes sur Internet. Et un homme qui aurait des enfants. Des enfants petits, parce que vous pouvez rencontrer un homme. Ça c'est une possibilité, mais c'est différent. Oui, c'est différent, mais c'est par rapport à un désir de materner, de vous occuper d'enfants. C'était un désir de maternité, surtout personnel, quoi. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce désir de maternité ? Parce que vous voyez, on voit bien que c'est l'adoption, c'est dans cet enfant biologique. Il y a des choses à creuser là. C'est normal, moi je trouve qu'une femme a envie d'avoir, c'est un peu naturel. Oui, mais derrière ce côté normal et naturel, ça c'est un peu un paravent. C'est un peu défensif de dire ça, vous voyez, parce que sinon à ce moment-là, c'est ce que je pense que s'il y a quelque chose de certainement plus ambivalent chez vous. On n'arrive pas à cet âge-là, Laure, avec un désir aussi important, et si on a la possibilité de pouvoir le faire, et dans cette angoisse et dans cette frustration comme ça par hasard. Mais ça fait depuis quelques années. Il y a une histoire derrière. Je travaille avec cette frustration et que je rencontre des gens quand même. Mais autour de 40 ans, vous voyez, ça commence là. Donc en général, quand il y a un désir comme ça très fort, l'enfant on le fait avant. C'est-à-dire qu'il y a le désir très fort, mais il y a aussi des peurs derrière, certainement. Et parfois, quand on comprend un peu ce qui est en jeu, ce qui est à l'œuvre, ce qui fait peur peut-être, ça permet d'accepter d'être un peu moins triste, que peut-être ça n'ait pas pu se concrétiser. Vous voyez ? Ça, c'est difficile à comprendre. En fait. Oui, mais pourtant, parfois ça a un sens. Et souvent, ça a un sens même. Au vu de votre histoire, des rencontres que vous avez faites, il n'y a pas qu'une histoire de hasard. Je ne sais pas, parce que moi, je l'avoue. Donc, vraiment, je pense que dans votre travail de thérapie, il y a des choses qui pourraient... C'est important d'en parler pour vous apaiser, pour comprendre ce qui est à l'œuvre. Parlez-en vraiment avec votre thérapeute. Vous avancerez, et je pense que vous serez un peu moins en souffrance. Et en je l'espère en tout cas. Poursuivre commencer vraiment les démarches d'adoption. Pourquoi pas ? Vous pouvez, bien sûr. Oui. Bon, bonne chance en tout cas alors, Laure. Voilà. Merci beaucoup de vos conseils en tout cas, Caroline. Je vous en prie. Au revoir, Laure. Au revoir. Au revoir. Merci d'écouter Europe 1. Il est minuit, tout de suite le journal présenté par Laurence Gontier. Bonsoir Laurence. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. L'actualité dominée ce soir par ce nouveau règlement de compte à Marseille. 2 hommes âgés d'une vingtaine d'années ont été abattus dans les quartiers nord de la ville. Les victimes étaient à bord d'une voiture. Un 3e occupant a réussi à s'échapper. À Marseille, les précisions de notre correspondant Yann Théroux. C'est dans une rue très calme que la voiture, une Clio de couleur noire immatriculée d'après nos informations dans le département
département de la Charente-Maritime, s'est retrouvé nez à nez avec un scooter. Sur le deux roues, le ou les tireurs lancent une première rafale. Le véhicule est pris au piège. Le conducteur tente une marche arrière mais heurte un lampadaire. Le scooter se rapproche et 2 des 3 occupants sont abattus, atteints à la tête et au thorax. Il s'agit de 2 jeunes hommes âgés d'une vingtaine d'années et originaires de la cité de la Castellane à Marseille. La scène s'est déroulée à quelques mètres de là où vit cette jeune fille. J'ai entendu plusieurs coups de feu de Kalachnikov ou de mitraillettes en rafale. Là, ça allait très vite. Après les coups de feu, et quand on a vu les pompiers et tout, on est descendu et voilà, on a vu 2 morts. C'est un coin calme, donc voilà, on ne pensait pas que ça allait arriver ici. Tout au long de la soirée, les enquêteurs ont poursuivi leurs investigations à la recherche du moindre indice sur la scène du crime. Les habitants de ce quartier, très calme, résidentiel, ne comprennent pas. La rue où le règlement de compte a eu lieu est située à quelques mètres à peine d'une partie des universités de la cité phocéenne. Marseille, Yann Théroux, Europe 1. Et depuis le début de l'année, ce sont donc 23 personnes qui ont été tuées dans les règlements de compte dans les Bouches-du-Rhône. À Porquerolles, dans le Var, le corps du jeune Pierre, 12 ans, a été retrouvé ce jeudi au large de l'île. L'adolescent franco-britannique venu passer des vacances avec sa famille avait disparu samedi dernier alors qu'il faisait du vélo en pleine tempête. La piste accidentelle est privilégiée, mais une autopsie doit quand même avoir lieu. Beaucoup d'émotions ce jeudi à Toulouse où une cérémonie était rendue à l'école juive aux Aratora. 8 mois après la tuerie, François Hollande et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ont rendu hommage aux 4 victimes de Mohamed Merah, parmi lesquelles 3 enfants, le chef de l'État qui a voulu rassurer la communauté juive. Je veux rappeler la détermination de la République française à combattre sans relâche l'antisémitisme. Il sera pourfendu dans toutes ces manifestations, les actes, mais aussi les mots. Les Juifs de France doivent savoir que la République met tout en œuvre pour les protéger. La garantie de leur sécurité est une cause nationale. Elle n'est pas l'affaire des Juifs, mais celle de tous les Français. Cette garantie devra en priorité être celle des écoles. Et avant cette cérémonie, un enfant m'a interrogé. Il m'a demandé combien de temps encore les forces de police seront présentes à l'entrée de l'école. J'ai répondu autant de temps que nécessaire. Mais le but de la République, c'est qu'il n'y ait plus jamais aucun policier devant une école. François Hollande au micro européen de Ludovic Faux. François Hollande qui a également reconnu des failles dans les services de renseignement. Des députés d'Europe Écologie Les Verts ont d'ailleurs déposé sur le bureau de l'Assemblée une demande de commission d'enquête parlementaire pour faire le jour sur les manquements de la Direction centrale du renseignement intérieur dans le suivi de la surveillance de Mohamed Merah. Aurore Martin a été remise dans la soirée aux autorités espagnoles. Cette militante basque française a été interpellée à Mauléon, dans les Pyrénées-Atlantiques, visée par un mandat d'arrêt européen lancé par Madrid en 2010. Elle encourt 12 ans de prison en Espagne parce qu'elle appartient à Batasuna, un mouvement interdit en Espagne pour ses liens présumés avec l'ETA. Un mouvement autorisé en France. Aurore Martin est d'ailleurs soutenue chez nous, notamment par certains élus comme la conseillère régionale d'Aquitaine Europe Écologie Les Verts, Alice Lecia-Guessard. C'est un sentiment de colère. Finalement, M. Valls a réussi là où Nicolas Sarkozy avait échoué. Ce n'est pas ce que l'on attendait d'un gouvernement socialiste. Il y a une situation au Pays Basque qui est complètement incomprise. Et en ce moment, il y a justement une mobilisation très importante d'élus et de la société civile par rapport à la paix au Pays Basque, puisqu'il y a eu quand même des événements importants. L'ETA a déposé les armes. La deuxième étape aurait dû être que les gouvernements français et espagnols s'asseyent autour de la table pour commencer à négocier. Au lieu de ça, la réponse qu'on a, elle est violente. Nous, on le vit un petit peu comme de la provocation. Nous, on est convaincus ici au Pays Basque qu'on est vraiment à une période qui va marquer l'histoire, qui est celle de l'arrêt de la violence au Pays Basque, et on n'a pas le sentiment d'être entendu par nos gouvernements respectifs. La conseillère régionale Europe Écologie Les Verts d'Aquitaine, Alice Lecia-Guessard avec Stéphane Place.
d'1h15 à 3h de retard sur tous les TGV qui circulaient ce soir entre Paris et le sud-est de la France. En cause une avarie sur une télécommande d'aiguillage vraisemblablement due à un acte de malveillance selon la SNCF. La SNCF qui espère résoudre le problème dans la nuit et au plus tard ce vendredi matin, même si ça devrait durer plus longtemps. En attendant, la compagnie s'est engagée à prendre en charge les nuits des passagers qui ont raté leur correspondance et à rembourser partiellement les autres. Près de 72 heures après le passage de l'ouragan Sandy aux États-Unis, le bilan s'est alourdi. Au moins 88 personnes sont mortes, 37 rien qu'à New York. New York où la vie reprend progressivement. 600 000 foyers restent quand même privés d'électricité. Certaines coupures pourraient d'ailleurs durer une quinzaine de jours supplémentaires. Les autorités ont annoncé la distribution d'1 million de repas gratuits aux habitants les plus fragilisés. Les dégâts pourraient atteindre les 50 milliards de dollars selon certaines estimations. La campagne reprend, elle, peu à peu. Barack Obama a décroché le soutien du maire de New York, Michael Bloomberg. Les sports et direction Paris-Bercy où les tennismen français ont brillé ce jeudi. Ils sont 3 qualifiés pour les quarts de finale. Gilles Simon, Mickaël Liodra et Joe-Wilfried Tsonga, tombeur de l'Argentin Juan Martín del Potro. Le Manceau qui espère aller le plus loin possible dans le tournoi. J'ai pas fait un grand match tennistiquement, mais je pense que j'ai fait un grand match dans l'envie. J'ai été conquérant, j'ai été là dans les moments importants et je crois que le tennis ça reste d'être présent dans ces points clés, dans ces moments clés et voilà, je l'ai bien fait aujourd'hui. C'est une très bonne chose de savoir que je suis qualifié pour ce Masters. Maintenant j'ai vraiment la tête dans ce tournoi, dans cette semaine-là et j'espère que je vais aller le plus loin possible ici à Paris-Bercy. Le Masters c'est la semaine prochaine, on verra plus tard, mais pour l'instant je vais rester concentré sur cette semaine. Joe-Wilfried Tsonga interviewé par Corinne Boulou et vous l'aurez corrigé sans doute vous-même. Joe-Wilfried Tsonga a battu l'Espagnol Almagro. Tsonga qui retrouvera ce vendredi David Ferrer ou Stanislas Wawrinka. Gilles Simon affrontera lui Thomas Berdych. Mickaël Liodra sera lui face à Sam Kerré. La 10e journée du top 14 de rugby. Grenoble a dominé Biarritz. Clermont s'est imposé sur Agen. Victoire de Bayonne sur Bordeaux-Bègles. De Castres sur Perpignan. De Montpellier sur Mont-de-Marsan. Victoire enfin de Toulon sur le Stade français et du Stade toulousain sur le Racing Métro. On jette un coup d'œil sur le ciel à présent. Un ciel gris avec des pluies qui seront concentrées dans la matinée sur la façade ouest de la Normandie à l'Aquitaine. Pluies qui gagneront le centre et l'est du pays au fil des heures. Seul l'extrême sud-ouest, la façade méditerranéenne et la région Rhône-Alpes seront épargnées. Les températures, 10 degrés prévus au meilleur de la journée à Paris et Lille, 12 à Morlaix et Aurillac, 15 à Lyon, 16 à Bordeaux et 18 à Montpellier. Merci d'avoir choisi Europe 1. Il est presque minuit 9 et vous êtes en compagnie de Caroline Dublanche. Se poursuit sur Europe 1 avec tous vos témoignages au 39 21 et également toutes vos réactions par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit ainsi que vos mails sur le site europe1.fr. Alors en début d'émission, on a parlé des personnalités perverses. Cathy me demande est-ce que finalement un pervers peut ne
plus l'être avec une personne différente. Non, dans la mesure où quelqu'un qui a une personnalité perverse, et sa personnalité est structurée sur ce mode-là, donc il ne va pas changer selon les personnes en face duquel il se trouve. Il va s'adapter aux différentes personnalités, mais sa personnalité va rester sur un mode pervers. Et puis, quelqu'un dit, en entendant tous ces témoignages, me posait une question, ces manipulateurs qui font tant de mal aux gens peuvent-ils être soignés ? Il faudrait qu'ils en fassent la demande. Or, on voit plutôt leurs victimes dans les cabinets. Ce sont eux qui viennent consulter parce que eux sont très en souffrance. Ceux qui sont dans la perversion, on les voit pas dans les cabinets parce que il n'y a pas de souffrance derrière. Ils sont dans cette relation, ce qui veut pas dire que derrière ça il y a un ressort, si vous voulez, le ressort psychologique chez eux, c'est quand même l'absence d'empathie qui permet du coup de manipuler sans état d'âme, voire même parfois avec beaucoup de cruauté. Mais c'est une façon de transposer sur l'autre la dépression qu'il cherche à éviter, voire des troubles d'ailleurs de la personnalité plus graves. Ça ne veut pas dire que derrière il y a une problématique effectivement grave. Donc c'est d'ailleurs cette acrobatie psychique qui les rend particulièrement dangereux. Et c'est vrai que on a vu dans vous savez la trilogie Millennium de Stieg Larsson, il y a eu à rencontrer tellement de succès, c'est parce qu'on voyait très bien la duplicité perverse qui était invisible à l'œil nu et pourtant profondément délétère. On peut expliquer aussi pourquoi, parce qu'il y a une forme de fascination aussi par rapport à ces personnalités. Allez, on va écouter un petit peu de musique. Robbie Williams, Candy. Et puis un petit message de Gingembre aussi par mail pour Laure qui nous parlait de son mal d'enfant, qui dit courage à vous, peut-être lorsque vous irez mieux, lorsque vous aurez un peu éclairci ce désir d'enfant, vous pourriez penser aussi à donner votre attention, votre affection à un enfant en le parrainant. Il existe beaucoup d'associations qui pourront vous aider à peut-être mûrir ce projet. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Bonsoir. J'appelle parce que j'ai des problèmes avec les parents de mon copain. Oui. Et chaque fois où il m'insulte, déjà quand on s'est mis ensemble, elle nous a dit vous n'êtes pas fait pour être ensemble, je récupérerai mon fils. Et son père aussi, mais son père, il n'a pas de relation avec son père, et son père lui a dit des méchancetés. Et les méchancetés, même moi, ça me fait beaucoup de mal. Et je ne sais pas comment avancer, parce que mon copain, il est handicapé, mais il le montre qu'il est handicapé, mais dans sa tête, il n'est pas vraiment handicapé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est-à-dire, quel handicap a-t-il ? Hier, vous avez parlé avec l'éthique, mais c'est ça qu'il a. Oui, ça, c'est ce qui le handicape. C'est ce qui n'est pas un handicap en soi, mais ça lui pose un problème, l'éthique. Oui, parce que l'éthique, ils avancent de plus en plus. Ah, d'accord. Il en avait déjà dans l'enfance Oui, mais il m'a dit qu'il les a eus parce qu'il a eu le divorce de ses parents et les disputes. Oui, il situe à peu près le moment de leur apparition, donc même voilà. Pas à peu près. Maintenant, il a quel âge, votre ami, votre copain ? Il a 26 ans. 26 ans. Parlez bien dans le combiné, Anaïs, je vous entends pas très très bien. Vous m'entendez mieux ? Voilà, là je vous entends mieux. Parlez bien dans le téléphone. Donc, oui, c'est ça. Il a, c'est un problème de tic. Bon. Oui, des tics et aussi. Il est nerveux. Il est nerveux. Oh. Il est anxieux. Un peu maintenant. Il avance à être vraiment nerveux. Il a défoncé une voiture et il a mis un peu ses parents et il a mis un peu la faute du monsieur. Avec cette voiture ? Oui. Alors, moi, il m'a tapé dessus. Alors, je ne sais plus quoi faire parce que moi, on me dit que je suis une menteuse, une voleuse, des choses comme ça. Mais qui vous dit ça ? Ses parents, ils sont tous comme ça. Oui, mais pourquoi il vous a tapé dessus, votre copain ? Parce qu'il était en colère.
Oui, mais ça, il y a d'autres façons d'exprimer sa colère qu'en vous tapant dessus. Oui, mais c'est pas acceptable. Oui, je comprends, mais il n'arrive pas à montrer sa colère autrement. Mais oui, mais il faut qu'il arrive à en parler. Il faut lui dire. Enfin, il faut pas que vous acceptiez ça, Anaïs. Hein. Oui, je comprends. Je sais pas quoi faire. De temps en temps, j'essaye de lui expliquer, de lui dire, mais de temps en temps, il l'entend, mais et après. Mais il est très proche de ses parents. Il était. Oui. Mais depuis qu'il est moi. C'est plus rien. C'est quand même dommage pour lui, mais il veut pas entendre. Vous êtes sa première petite amie, enfin avec qui il a une relation importante. Il n'en a jamais eu avant moi. D'accord. Oui, donc finalement on peut penser que c'est pas lié, c'est pas lié à vous de toute façon, c'est que ses parents acceptent mal que leur fils les quitte pour quelqu'un. Voilà. C'est vous, ça pourrait être quelqu'un d'autre, ça serait pareil. Oh oui, je pense. Vous voyez, donc il faut que vous arriviez, vous, à ne pas, à ce que ça ne vous atteigne pas, leurs propos. Il faut pas que ça vous blesse comme ça, parce que c'est eux qui n'acceptent pas que leur fils est adulte et a le droit d'avoir une vie sentimentale, une vie amoureuse. Ben pour ça, on est parti très loin pour Mais pas vous avez bien avoir fait. plus de problèmes. Mais à cause alors de ça, on pourquoi n'a plus de travail et on n'a plus rien. Voilà. Pourquoi vous avez plus de travail? Parce qu'on est parti un peu trop loin. Mais ça pose un problème d'être... Pourquoi? Le travail dépendait des parents? Non, parce qu'on était on était prêts et on est parti loin. Ils ne veulent plus parce que... Voilà. Mais moi, j'ai des problèmes de santé. Ils ont dit non. Voilà. Alors, il faut trouver un autre travail. Mais c'est pas un problème. Le problème, c'est que... De temps en temps, il s'énerve, je peux pas dire un mot et après il me dit je sais ou je peux plus rien dire et ça veut dire moi je sais. Vous le sentez mal en ce moment. Il est pas bien en ce moment. Oui, et je sais pas qu'est-ce qu'il a parce que c'est pas une personne qui parle, c'est pas une personne qui dit. Avant quand je l'ai connu, il savait rien faire, je dis pas rien, mais des petites choses. Et c'est moi qui ai essayé de lui apprendre tout à petit. Je lui ai fait beaucoup de... J'ai pas dit que je l'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai appris des choses qu'il savait pas. Et je comprends pas pourquoi c'était à moi de le faire. Parce que peut-être malheureusement, il a pas reçu de ses parents, de sa famille, ce qu'il aurait dû recevoir. Bon. Oui. Alors, il y a semble-t-il des problèmes déjà qui préexistaient avant vous. Il avait des problèmes déjà avant de vous rencontrer avec ses parents. Oui, mais là, il y en a encore un peu plus. Oui, encore un peu plus, mais il y en avait déjà avant. Oui. Bon, il était déjà, il y avait déjà des problèmes, vous voyez, certainement de nervosité. C'est pas seulement à cause de vous. C'est même pas à cause de vous d'ailleurs. Ben moi, je le pense. Vous pensez quoi? Que c'est un peu à cause de moi, parce que si j'aurais pas eu tout ça, peut-être ça serait pas passé. S'il y aurait pas eu moi qui rentrais dans sa famille, il y aurait pas tout ça. Oui, mais enfin, c'est lui qui vous a choisi. C'est pas, oui. Vous voyez, il est quand même libre de ses choix. Donc il faut pas vous sentir responsable, encore moins coupable du fait que ses parents ne vous apprécient pas. Parce qu'en plus, je pense que ses parents, ils avaient peut-être une mainmise sur sa vie, ils voulaient contrôler sa vie, et donc ils n'acceptent pas qu'il leur échappe. Alors maintenant, la priorité, c'est effectivement de pouvoir trouver du travail. Qu'est-ce qu'il fait lui? Espace vert, des choses comme ça. Il aime bien la nature. Bon, alors il faut qu'il postule là. Et vous avez une formation? Non. Vous avez quel âge, vous, Anaïs? 21 ans. 21 ans, vous êtes toute jeune. Et vous, quand vous dites que vous n'avez pas de formation, qu'est-ce que vous avez? Je suis obèse. Oui, mais ça, l'obésité, ça se soigne, hein? Oui, mais je n'arrive pas à faire un régime. Il faut peut-être comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à perdre ces kilos qui vous empêchent, au fond, de travailler, de vivre comme vous voudriez. Vous avez toujours eu un problème d'obésité?
Non, avant, je faisais le contraire. Je vomissais. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez dans l'anorexie. Voilà. Et vous n'avez pas été aidée ? J'ai eu des problèmes de famille, beaucoup. J'ai ma mère qui est handicapée. J'ai mon père qui veut plus me voir. Beaucoup de choses. Alors, je pense, je sais pas. Je peux pas, je sais pas si je vais arriver à m'en sortir. Je fais 160 kilos. 160 kilos, oui. Mais là, il faut quand même faire attention parce que c'est un véritable problème de santé, oui. Quand même votre santé qui est en jeu, là. Hein. Oui. Là, il faudrait quand même... Vous êtes suivi actuellement par un médecin spécialisé ? D'habitude, j'avais un psy, j'ai déménagé, alors il faut que je m'en retrouve un autre. Et d'habitude, je voulais faire quelque chose, un estomac ou... Et à l'hôpital, à l'hôpital, que vous voyez aussi, que vous soyez prise en charge par une équipe. Oui. Ces problèmes de poids ont commencé à l'adolescence, à l'enfant ? Non, ça fait pas longtemps. À mes 18 ans. 17 ans. Oui, ça fait pas longtemps, donc. Et vous avez pris autant de poids comme ça ? Ah oui. Et c'était déjà dur de me dire que mon père ne veut plus me voir. Le comprendre. Alors, je l'ai compris qu'il n'y a pas longtemps. Et j'étais obligée de me soulager en tapant dans sa voiture. En tapant dans la voiture de votre père ? Oui. Et ça m'a fait du bien. Alors maintenant, je dis c'est la vie. Il s'est mis avec une fille de 21 ans. Et ils votre ont eu père ? 2 enfants. Oui. Oui. Oui, donc c'est particulier. C'est d'autant plus dur pour vous que vous ne le voyez plus et il est avec une jeune femme de votre âge. Voilà. Oui, vous vous sentez abandonné là. Et ma mère qui est handicapée, ça c'est... Je le dis de plus en plus, je ne le voyais pas quand j'étais petite et je me dis, faut que j'y pense, mais sans y penser trop, parce que sinon ça me bousillerait ma vie. Mais votre mère est handicapée depuis votre naissance. De quoi souffre-t-elle ? Quel est son handicap ? La clé en plaques. La sclérose en plaques ? Oui. D'accord. Avec, elle a des problèmes de circulation, d'eau, elle a plein de petits trucs. Et moi, ces choses-là, parce que moi j'aime bien aider les personnes, j'aime bien, on allait voir des gens pour aider, on les soutenait. Ben oui, parce que quand vous étiez petite, vous deviez vous occuper de votre maman. Oui, la mener faire les courses et tout ça. Mais j'ai toujours aimé les personnes âgées. J'ai une voisine maintenant, je m'occupe d'elle, elle est sympa. J'aime bien la relation entre personnes âgées et personnes handicapées. Ben oui, parce que vous connaissez... alors votre maman n'était pas âgée, mais vous connaissez bien le handicap. Oui. Donc, mais il faudrait vous occuper de vous, Anaïs. Il faudrait prendre soin de vous. Ben oui, mais parce que là, vous faites du mal à vous, là. C'est-à-dire que avec ce corps qui a ces kilos comme ça en trop, c'est pas une question esthétique, c'est un problème aussi de santé. Vous vous mettez en danger. Donc il faut vraiment qu'il y ait un je pleure, je suis pas bien. Mais c'est pour ça qu'il faut que vous soyez aidé. Il faut que vous preniez un rendez-vous à l'hôpital avec vraiment, si vous voulez, des spécialistes qui vont vous aider à la fois. Si vous voulez, vous pouvez bien sûr voir un gastro-entérologue, mais voir un nutritionniste, enfin, il faut que vous soyez prise en charge. Je pense une prise en charge globale, vous voyez. Et aussi psychologiquement, évidemment. Mais aussi par rapport à ce problème de poids. Vous ne faites pas de diabète ? J'ai de la tension. Vous avez de la tension. Oui, donc il faut que vous soyez particulièrement bien suivi. Vous ne pouvez pas rester comme ça sans soin. Oui.
Et par rapport à votre ami, bon, c'est vrai que ça n'arrange rien le fait qu'actuellement il n'ait pas de travail, ça doit vous voyez, il doit tourner en rond, il doit ruminer, mais pour autant, il ne faut pas que vous acceptiez qu'il lève la main sur vous. Oui. Et lui, il aurait besoin... Comment ? Il me répond maintenant, alors, je peux plus... T'entends, je dis, mais alors, il laisse tomber, il va bouder dans son coin. Oui, mais il a besoin de parler, c'est-à-dire que lui aurait besoin d'une aide, c'est-à-dire qu'il arrive à dire quand même certaines choses sur sa vie, que ses tics ont commencé au moment du divorce de ses parents, avec leurs disputes et autres. Il faudrait qu'il aille parler de tout ça, de sa colère, de tout ce qu'il ressent. Vous avez fait, vous, une démarche sur un plan psychologique, vous avez été soutenu, il faudrait que lui soit aidé, parce qu'il faut qu'il puisse s'exprimer, parce que sinon ça va lui retomber dessus aussi. S'il s'en prend comme ça, déjà physiquement à vous, il n'a pas à s'en prendre à vous, mais s'il s'en prend à des biens matériels des personnes, là aussi ça va lui retomber dessus. Et un jour il va se retrouver poursuivi, enfin, vous voyez, avec une plainte de quelqu'un, et ça va pas l'aider à trouver un travail, ça. Donc il a un mal-être, mais il faut qu'il en parle. Et vous, de votre côté, il faut vraiment que vous soyez prise en charge aussi, à la fois médicalement et psychologiquement. D'accord. Parce que sinon, de vos 2 mal-être accumulés, il ne va pas en sortir grand-chose. Oui. Et si ça vous fait mal, le fait que ses parents, à lui, vous rejette, c'est parce que aussi ça rejoint ce que vous vivez avec votre père. Vous vous sentez abandonné de votre père. Mais oui, les parents de votre copain, si vous voulez, Anaïs, c'est pas vous qu'ils rejettent. Ils vous connaissent même pas. Ils supportent pas, je pense, que leur fils ait pris une autonomie. Vous êtes sa première petite amie. Donc, ils pensaient peut-être garder leur fils comme ça auprès d'eux, voyez, tout le temps comme un petit garçon. Bon, donc, c'est pas vous en tant que personne, c'est parce que vous êtes qu'ils rejettent. C'est qu'ils peuvent plus contrôler sa vie, à mon avis. Maintenant, en revanche, vous avez une histoire compliquée, douloureuse, et il faut que vous continuiez à être suivi. Alors, vous étiez aidé. Vous ne voyez plus cette psychologue parce que vous avez déménagé, mais il y en a d'autres. Et il faut déjà que vous preniez un rendez-vous aussi à l'hôpital. Et même à l'hôpital, et puis là où vous êtes dans une grande ville ou une ville moyenne ? Entre les deux. Entre les deux. Renseignez-vous auprès de la mairie. Il y a certainement un centre médico-psychologique. Oui, je le ferai. Hein ? Alors, il y a parfois des délais d'attente assez longs. Oui, parce que d'habitude, je devais être là où j'habite avant, j'avais un rendez-vous. Vous étiez suivi dans un centre médico-psychologique ? Non, mais je devais avoir un rendez-vous, j'ai attendu 3 mois. Voilà, alors malheureusement, c'est vrai que les délais, parce qu'il y a beaucoup de demandes, les délais peuvent être un peu longs. Ouais. Mais ça vaut quand même la peine. Mais renseignez-vous à l'hôpital aussi, parce que par rapport à ces problèmes de poids, il faudrait que vous appeliez, que vous preniez rendez-vous avec, que vous voyiez un médecin nutritionniste. Et certainement que dans son service, il y a aussi des psychologues, des kinés, enfin, vous voyez, il y a toute une équipe, toute une prise en charge. D'accord. Parce qu'il faut que vous vous occupiez de vous, là, vraiment. Oui, je sais, il faut. Hein, c'est important. Vous restiez pas comme ça toute la journée. Parce que vous vous rendez compte, Anaïs, vous avez 21 ans. Vous êtes au début de votre vie. Alors, vous avez une vie déjà, j'entends, comme si vous aviez déjà vécu longtemps, hein, avec beaucoup de malheurs et de souffrances. Mais pour autant, il ne faut pas vous résigner en vous disant que ça sera tout le temps comme ça. Il y a une possibilité. Pour l'instant, j'ai vu que ça. Oui, pour le moment, vous n'avez vu que ça. Mais il y a d'autres choses possibles. Il y a autre chose que la souffrance. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut pouvoir parler de ce qui actuellement vous encombre. Et pèse trop lourd. Et pèse trop lourd. Je l'utilise volontairement. Hein. Il y a beaucoup de choses qui
pèse trop, qui encombre votre vie. Oui, vous en avez déjà parlé, mais il faut encore en parler. Parce que c'est petit à petit que vous allez vous soulager de tout ce fardeau-là. C'est ce que vous dit Damien, qui dit Anaïs a une très jolie voix, il faut qu'elle prenne soin d'elle. Courage à elle. Merci. Votre maman, certainement, aimerait aussi aimerait vous savoir heureuse et que vous preniez soin de vous. Oui, elle m'en parle. Hein? Bon. Donc c'est important. Le truc qui me fait mal, c'est que quand même, son père lui a dit quand même, si je te vois dans la rue, je te donnerai même pas une pièce. Et il a dit à ma mère, mon fils, c'est comme un sac poubelle que je traîne par terre. Oui, cette image est terrible. Voilà. Alors moi, ces choses-là, lui, ça doit lui faire du mal, mais moi, entendre ça, c'est vraiment dégueulasse. Oui, mais en fait, je suis d'accord avec vous. C'est destructeur, c'est des paroles extrêmement destructrices d'associer son enfant à une poubelle. Mais parce que, si vous voulez, il y a plein de choses dans cette famille et c'est pour ça, Anaïs, ça vous montre bien que vous voyez le malaise qu'il y a entre votre copain et ses parents, il n'est pas lié à vous. Quand un père prononce de telles paroles au sujet de son fils, c'est que déjà, il y a un profond malaise, c'est qu'il ne sait pas être un père. Il ne peut pas l'aider à se construire avec de telles paroles. Vous voyez, si on considère où est un être humain, vous voyez, qu'on est un parent, quand il doit amener son enfant à se construire. Et pas déverser comme ça de ce que sa vie a lui de difficile, de peut-être sa vie parce que sa vie il considère que ça ressemble à c'est assimiler son fils à un déchet, à quelque chose ce sont des paroles terribles. Donc si vous voulez ça, on comprend que votre copain soit très très mal, très malheureux et que ça crée une immense colère, même rage en lui. Mais s'il se met à taper, à devenir violent, et il y a de quoi devenir violent, hein? Mais ça va se retourner contre lui. Il va se punir comme vous vous punissez tantôt. Avant vous vous faisiez vomir, maintenant vous ingurgitez de la nourriture, donc c'est une forme, vous vous punissez. Or, il est grand temps de vous occuper de vous avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de tendresse. Non. Et vous pouvez le faire, ça, Anaïs. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus une enfant qui est sans défense. Vous êtes une jeune femme qui peut faire des démarches pour elle-même. Et vous allez rencontrer des gens qui vont vous tendre la main et qui vont vous aider. Mais il faut vous adresser à des professionnels qui vont prendre le temps de vous écouter et d'entendre votre souffrance. Parce qu'il y a une souffrance derrière, profonde, et qu'il faut vraiment prendre en considération. D'accord ? D'accord. Et n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles, Anaïs, dans quelque temps. D'accord. Hein ? J'aimerais bien avoir de vos nouvelles. D'accord ? D'accord. Je vous dis à bientôt alors. Mais merci beaucoup. Je vous embrasse, Anaïs. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonsoir Yves. Caroline. Bonsoir. Vous savez, après l'intervention d'Anaïs, là, je me sens un peu gêné pour vous parler du film Oui, je Amour. vous comprends, mais c'est pour ça, vous voyez, on se disait avec Fifi qu'après certains témoignages, un moment musical était le bienvenu parce qu'il était difficile d'enchaîner. Oui. Après certains témoignages, quand on se disait, c'est vrai qu'on entendait Laure qui nous parlait de son mal d'enfant, oui. Et quand on voit que certains parents traitent leur enfant de poubelle, quoi. Oui, on se dit qu'on vit dans un drôle de monde. C'est très dur. Bon, alors moi, je suis toujours dans le domaine du cinéma. J'ai vu le film Amour il y a 8 jours, le film qui a eu la Palme d'Or à Cannes cette année. Oui. Bon, c'est un film admirable, mais seulement il faut l'accepter.
Oui. C'est un film de genre. Le cinéma, c'est comme la littérature, ça touche tous les genres. Et c'est un film de genre, et quand on accepte le genre, c'est un film extraordinaire. Très bien fait. Michael Haneke, c'est un cinéaste extraordinaire, et il avait affaire à deux interprètes, Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva, et dans un second rôle, Isabelle Huppert, qui est toujours extraordinaire. C'est un film formidable. Bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire, c'est la fin de vie, la maladie. Oui, c'est la fin. Oui, alors, on se dit, c'est un film, effectivement, le thème peut faire peur, hein, la fin de vie, la maladie, ça fait peur. la vieillissement. Quand j'en parle autour de moi, quand je leur dis de quoi ça parle, oh non, ça me dit rien, Bon, et pourtant, allez le voir quand même. Ah oui, je trouve, parce que c'est un film qui est salutaire. C'est vrai que c'est un film qui c'est un film qui vous prend à témoin. Qui prend un témoin, mais on est, oui, et en même temps on ne se sent pas voyeur. Non. Parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de dignité. C'est vrai que Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva sont extraordinaires, de pudeur, de délicatesse. Il y a une retenue. Et puis c'est un film. Moi je l'ai vu il y a 4-5 jours, la semaine dernière quand il est sorti. C'est un film que j'ai toujours en tête parce que il faut savoir que Michael Haneke, c'est un passionné de musique classique. Il adore Schubert, et dans le film, il y a du Schubert. Parce que c'est un couple de mélomanes. De professeurs de musique à la retraite. Et ce n'est pas pour rien que c'est comme ça. Et il y a du Schubert dans le film, et c'est formidable. Mais c'est bien après que je me suis dit, tiens, finalement, la musique, c'est un art qui a été inventé par l'homme, et la musique est universelle et intemporelle. Et la musique, c'est quelque chose qui reste pendant que l'homme, lui, il est mortel. L'homme meurt, la musique reste. Moi, c'est quelque chose que j'ai retenu dans le film. Mais c'est personnel, hein. Oui, c'est vrai, j'avais pas vu ça. C'est vrai. Tout à fait personnel. Et puis, ça peut vouloir dire aussi que la mort, eh bien, la mort, ce n'est pas une maladie. La mort, c'est une délivrance. En fin de vie, après la longue maladie, la mort, c'est quelque chose qui arrange tout le monde. C'est une délivrance pour le malade et pour l'entourage. Vous voyez, c'est un film qui sort. Enfin, on est hanté par eux, enfin par ces personnages de Georges et d'Anne, incarnés donc par Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva. Ils sont extraordinaires. C'est vrai qu'on sort, ils ont une telle présence. Oui. Ils et les rapports que lui, il a avec sa fille, Isabelle Huppert. Oui. Elle vient pour pleurer. Il lui dit, bon, la fin de vie de ta mère, c'est mon affaire. Si tu es ici pour pleurer, c'est pas la peine. Mais on ne pleure pas dans ce film. Non, on ne pleure pas. Je trouve, je sais pas ce qu'il en était pour vous, Yves, mais je trouve, enfin là, moi, où je suis allée le voir, il y avait du monde, mais il y avait un silence. Mais le silence est complet pendant 2h07. Écoutez, voilà. C'est ce qui ressort, je crois, j'en ai parlé avec d'autres personnes, un silence. Mais on est suspendu. Il y a pas un moment, moi, ça m'arrive, enfin, vous, au cinéma, il y a des moments, parfois, hop, on décroche un peu, on peut, on vagabonde un peu ailleurs, on est tenté de regarder. Mais là, on est suspendu. C'est le grand talent de Michael Haneke. Vous avez vu un peu la mise en scène qu'il y a dans un appartement. C'est fabuleux. Quand elle se déplace avec son fauteuil roulant et tout, on y est. Et Michael Haneke nous prend à témoin. C'est comme si on y était. Mais c'est un film qui pose beaucoup de questions parce que c'est vrai que on se dit finalement jusqu'où on peut aller finalement par amour. Est-ce que aussi on voit, est-ce que finalement on perd son autonomie mais perd-on pour autant sa dignité? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de dignité dans il y a quand même des scènes qui auraient pu être très complaisantes qu'on ne voit pas. Et il n'y a aucune complaisance. Elles sont suggérées. Il n'y a aucune complaisance. J'ai un petit bémol pour la fin quand même, que je ne vais pas raconter, mais la fin c'est vrai. n'apporte rien au film. Oui, je suis d'accord. Moi aussi, ça m'a laissé circonspecte aussi. Je suis d'accord avec vous.
c'est vrai. Mais c'est vraiment le seul petit bémol. Ça m'a rappelé le célèbre film Vol au-dessus d'un lit de coucou avec Jackie Colson. Ah oui? Oui, ben oui, mais c'était pas indispensable de conclure le film de cette façon. Non, je suis d'accord avec vous. Mais tout le reste du film, c'est extraordinaire. Et moi, j'admire ce genre de cinéaste comme Michael Haneke. Je connais sa filmographie, j'ai vu tous ces films qu'il a fait avant. C'est un type extraordinaire, mais c'est un rigolo, c'est sûr. Mais quand on s'attaque à un sujet comme ça... mais s'attaquer à un sujet comme ça... Et qu'il le fait comme il a fait, moi je dis bravo. Mais on ne peut que lui tirer notre chapeau parce que c'est du grand art. Oui, voilà. C'est pour ça que moi je dis un public jeune, enfin pas. Mais il y avait il y avait tous les âges moi dans la salle. Mais je dis pas, il y avait pas d'adolescents, mais il y avait des jeunes adultes. Voilà. Il y avait des jeunes adultes. Allez voir ça parce qu'il se peut que bientôt vous serez confrontés à ce genre de choses. Et on n'est pas dans le. Il y a beaucoup. Oui, il y a de la délicatesse, il y a de la pudeur, il y a de la dignité. On n'est pas. Il nous prend à témoin. On est là, on est avec eux. On est avec eux. C'est ça, et on les emporte avec nous aussi. C'est pour ça que moi je dis allez voir Amour. Bon, n'y allez pas un samedi soir, c'est pas la petite rigolade du samedi soir. J'y suis allée un samedi soir. Vous voyez comme je me détends. Non, mais il faut s'y préparer quand même. Il faut savoir ce qu'on va voir après. C'est pas. Ça fait du bien de nous entendre, même si le film, effectivement, le sujet est difficile, mais il est tellement bien, mis en scène. Il y a Sergio qui dit l'homme meurt, la musique reste. Avec votre accent, on croirait du Nougaro, dit Sergio. C'est vrai. On me l'a déjà dit. Il y a Cathy qui dit Ineke, je les ai tous dans la tête ces films, comme les romans de Philippe Roth. Oui, ça c'est de belles références. Oui. Et puis il y a Margaret qui dit à toute mon amitié à notre ami cinéphile Yves, il ne manque plus que notre ami carillonneur. Oui, ça serait pour 1 heure. Non, mais bon, moi je dis bravo au Festival de Cannes. Vraiment. Enlever tous les tralala, le spectacle, les paillettes. Il y a que ça à retenir. Mais quand on donne la Palme d'Or à un film comme Amour de Michael Haneke, moi j'applaudis. Et c'est vrai qu'on parle dans cette émission de la vieillesse, de la dépendance et de la mort. Et là, il a fait un film magnifique sur ce thème-là. Vraiment. Oui. Merci beaucoup de nous en avoir parlé avec allez voir autant. Amour de Michael Haneke, je vous le conseille, c'est un grand film. Je m'y associe. Vous ne rigolerez pas, mais c'est un film de genre et quand on accepte le genre, on se régale. Le cinéma, c'est un moyen, c'est une distraction, un divertissement, mais c'est aussi un moyen d'expression. Et un film comme Amour, c'est un moyen d'expression. Et quand on accepte le genre, c'est fabuleux. Merci beaucoup, Yves. Merci et à bientôt. Au revoir, Caroline. Au revoir. Bonsoir. Au revoir, Yves. Bonsoir. 39 21, 34 centimes la minute. Un petit message aussi pour Anaïs d'une auditrice qui ne laisse pas son prénom mais qui dit enseignante à la retraite ayant aussi fait du social, je suis prête à aider Anaïs qui peut m'appeler sans problème. Merci beaucoup de nous avoir laissé votre numéro. Nous allons transmettre à Anaïs. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous remercie de m'avoir de m'écouter. Je vous en prie, je suis là pour vous. Je vous ai déjà appelé plusieurs fois, mais j'ai pas eu la chance d'être rappelée. Donc voilà, là je suis très contente parce que depuis le temps que je voulais discuter avec vous, je suis dans une situation plutôt dramatique parce que j'ai perdu mon mari en janvier 2011, ça fera 2 ans, là, en janvier 2013, et c'est mon fils qui est malade, qui a été diagnostiqué bipolaire, trouble de la personnalité, il y a quelque temps déjà, 4-5 ans. Oui. Quel âge a-t-il ? Il a 28 ans. D'accord. Oui. Et puis, il n'accepte pas les soins. Il a fait quelques hospitalisations, il a eu des traitements, mais à chaque fois, ça a échoué. Et puis il avait eu un traitement sous piqûre et ça l'a fait énormément grossir. Il a pris 30 kilos
Et puis donc là, ça a été, il a tout laissé tomber. Ouh là là, oui. Et oui, c'est cette prise de poids l'a dissuadé de poursuivre. Complètement, déjà qu'il n'était pas très emballé pour prendre. Je comprends. Ouais. C'est dommage. Oui, c'est malheureusement souvent quand le traitement est. Alors, il y a des. On lui a prescrit du lithium. Non, c'est du Risperidone. Ouais, c'est du parce que le lithium normalement provoque pas ça. Mais c'est dommage parce qu'il aurait dû aller retourner voir le médecin parce que quand il y a certaines molécules qui font prendre du poids, mais quand c'est aussi important, on voit quand même essayer de trouver autre chose, parce qu'on sait que sinon c'est un facteur d'abandon. Ce qui se comprend. Bon. Et puis comme il y a eu la mort de son papa, il a eu une aventure amoureuse qui s'est pas bien passée. Enfin, il a tout eu. Et je pense que là, il a abandonné tout traitement depuis 2 ans, voire plus même. D'accord. Puis même presque 3 ans. Et puis il vit reclus, chez lui, dans l'appartement. Et il fume du cannabis, il fait de l'ordinateur. Ça va pas l'arranger, ça. Non, pas du tout. Et en fait, c'est quelqu'un qui est quand même assez intelligent, qui a fait des études. Ah, mais qui a beaucoup bien sûr, mais ça, l'intelligence n'est pas atteinte. À chaque entretien qu'il a de nouveau pour un travail, ça marche. Oui. Mais il n'est pas capable de garder un travail. Et puis là, le problème, c'est comme il est en dehors de la vie sociale, il est dans son monde. Il a peur, à mon avis, il a peur de se lancer de nouveau dans une recherche d'emploi. Il alterne des épisodes d'euphorie et des épisodes de dépression. Pas vraiment. C'est pas vraiment de l'euphorie. C'est quelqu'un qui est très speed déjà depuis tout le temps. Il est d'une nature assez. Il est assez nerveux, assez speed, mais disons que ces périodes d'euphorie, moi je l'ai fait soigner en fait, c'était dû aux dépenses d'argent. Il dépensait énormément d'argent. Oui, mais c'est le problème, oui. Ça peut aller très loin, ça. Il est sous curateur depuis la D'accord. mort de son papa. Bon. Donc ça m'a déjà enlevé un poids. Oui, bien sûr, oui, c'est une protection, oui. Oui, et du fait qu'il est sous curateur, il me demande plus d'argent. Il me harcèle plus comme avant. Donc ça, c'est déjà une oui, c'est important, pour bien moi. sûr. Mais bon, il n'arrive pas Là, il est reparti dans un système où il en veut à son curateur. Son curateur ne fait pas des choses comme il voudrait. Il va passer vite. Il lui donne pas assez d'argent. Et c'est... Enfin, quelquefois, quand il discute, c'est logique. Quelquefois, il est... Non, mais il a besoin. Il aurait besoin. Le gros problème de cette maladie, c'est souvent le déni. Il peut se passer comme ça plusieurs années où les patients restent dans le déni de leurs problèmes, et ce qui peut engendrer de gros troubles, alors notamment par rapport aux dépenses, mais aussi d'autres choses. Et parfois, ça conduit d'ailleurs à une hospitalisation. Il a déjà été hospitalisé. Mais qui est nécessaire parce que finalement, ça permet de mettre en place véritablement un traitement. Mais là, son hospitalisation, pour lui, c'est un très 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 mauvais souvenir. Parce qu'il était mélangé avec des gens qui étaient beaucoup plus atteints que lui. Il a vu des choses horribles, même nous, quand nous allions le voir. Oui, mais c'est pour ça que ça serait important qu'il puisse... Mais bon, tant qu'il est dans le déni, il ne voudra pas faire de démarche. Parce que pour éviter éventuellement l'hospitalisation, il faudrait qu'il fasse un travail auprès, qu'il fasse une démarche auprès d'un psychiatre. Ah non, il ne veut absolument, il veut rien savoir. Oui, mais à un moment, si vous voulez, l'hospitalisation sera certainement nécessaire, parce que ça ne peut que s'aggraver. Mais c'est ce que c'est ce que je me rends compte là. Et en fait, il me dit que s'il n'avait pas ce cannabis pour le calmer, il y a longtemps qu'il ne serait plus là. Oui, ça l'apaise, anxiolytique, oui. Tout à fait. Et j'ai remarqué que quand il en a, ça va, et quand il en a pas, il devient agressif, il est de plus en plus nerveux.
Il a jamais été quand même violent à me taper dessus. Il a été grossier. Mais bon, violent, vraiment, non, j'ai pas encore. Mais heureusement, ça, si c'était le cas, vous n'auriez pas d'autre recours que de déposer plainte, ce qui permettrait une hospitalisation. Hein. Ouais. Ben écoutez, j'ai déjà appelé une fois les policiers chez moi parce qu'ils voulaient plus en repartir. Eh ben, croyez-moi, j'étais tellement dans une situation dramatique que je pleurais, j'étais un peu hystérique. Et lui, étant donné que c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui présente très bien, on voit pas du tout que c'est quelqu'un qui fume du cannabis, c'est pas un drogué, hein. Il l'assume complètement. C'est quelqu'un qui parle, qui a la parole facile, qui est très intelligent. Oui, mais bien sûr. Qui présente bien, qui est très manipulateur. Est-ce que vous avez... Et finalement, moi, je suis passée pour une folle et lui, il est passé pour quelqu'un de normal. Oui, mais s'ils ne connaissent pas effectivement cette maladie, je vous crois. Mais est-ce que vous connaissez son psychiatre, son ancien psychiatre? Oui. Vous l'avez prévenu de la situation? Enfin, il sait bien qu'il ne le voit plus. Non, ces temps-ci, je lui ai pas... Parce qu'à ce moment-là, vous pourriez peut-être l'appeler pour lui demander un peu conseil et peut-être que le psychiatre dans ces cas-là pourrait lui mettre un petit mot, appeler peut-être son psychiatre pour lui dire que vous vous sentez très désemparé, très démuni. Elle m'a déjà dit que c'était quelqu'un qui n'était pas facile à attraper et en fait si lui ne fait pas la démarche, je ne peux rien faire. Oui, tant qu'il est dans le déni, c'est pour ça je pense que rien ne vous empêche de contacter sa psychiatre quand même pour lui en parler, mais tant qu'il est dans le déni, malheureusement vous ne pouvez rien faire parce qu'il n'accepte pas de se soigner. Ce qui peut arriver, parce que ça risque de s'aggraver, c'est une hospitalisation que vous ferez à ce moment-là à la demande d'un tiers. Et là où on pourra à nouveau mettre en place un traitement. C'est pas facile, je sais, mais malheureusement il n'y a pas tellement d'autres possibilités. Bon courage à vous. Bon courage, Stéphanie. Je vous souhaite une très belle nuit, un excellent week-end. On se retrouve dimanche, bien sûr. Il est maintenant 1h sur Europe 1.